Un grand homme a dit que la plus grande compétence chez un leader, c'est l'écoute. Et je suis ravi d'être ici, dans le podcast Écoute. Je me présente à vous, Shadrack Ilanga. Je suis expert en prise de parole, en éloquence, et j'essaie de m'intéresser j'essaie de m'intéresser sur la manière dont les mots peuvent influencer les situations. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle tous les jours. Je suis ravi aujourd'hui d'être le host et d'être le guest de David Crispin. Merci. Bonjour à tous, comme vous le savez, je m'appelle David Crispin et on est sur Écoute, un podcast qui est conçu pour vous communiquer des connaissances qui vous permettent de grandir parce que je le crois que l'homme est telle la pensée de son cœur et cette pensée, elle est définie par ce qu'il entend. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Shadrack, c'est vraiment un privilège. Je t'ai dit tout à l'heure quand on s'est vu que j'ai été élève pendant, je pense, quelques heures parce que j'ai participé à ta masterclass. C'était juste incroyable. Merci. Et juste en introduisant, j'ai envie de te dire, comme j'ai dit à 2-3 invités, c'est que je me suis promis que toutes les personnes que j'allais recevoir pour échanger devraient être des personnes que j'admire. Ça fait plaisir. Parce que je me dis, je ne veux pas que faire un podcast où les gens vont avoir un bon produit ou derrière vont avoir des connaissances qui vont les toucher sans que ma propre vie ne soit pas transformée. Ouais. Et vraiment, j'ai envie de dire, tu es une bénédiction. En tout cas pour ma vie et pour plusieurs autres personnes. Et j'espère qu'on va passer un très bon moment. Tu t'es présenté, mais j'ai envie de dire, quand je pense à toi, je pense tout de suite à la parole. Tout de suite au verbe. Et j'ai envie de dire, j'aimerais bien commencer par cette question. Shadrack et parole. Quand est-ce que commence cette relation? Et le verbe, j'ai envie de dire. Ouais. Oui. Situons-nous en Afrique du Sud, déjà. Pour celles et ceux qui me suivent souvent savent que dans mes interviews, j'ai expliqué le parcours de ma mère. Ma mère a dû quitter le Congo, la République démocratique du Congo, pour aller en Angola, et ensuite en Angola, en Afrique du Sud. Okay. En Afrique du Sud, je parle pour la première fois en Afrique du Sud. Okay. De ce fait, ce n'est pas simplement communiquer des mots, ce n'est pas simplement faire sortir des mots de sa bouche, c'est essayer de s'approprier un monde et de se faire comprendre aussi vis-à-vis de celui-ci. Je pense que c'est à ce moment-là que Shadrack et ce qu'on va appeler la parole font sens ou se marient. Bizarrement, vous allez me dire, mais dans quelle langue? Oui, je me disais bien. C'était pas le français. C'était ni le lingala, ni le portugais, c'était bien l'anglais sud-africanisé. Je pense que lorsqu'on apprend une langue, lorsqu'on te transmet une langue, au-delà de mots, on te transmet un état d'esprit. On te transmet une manière de penser. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai parfois le sentiment, après plusieurs années ici en France, que malgré le fait de parler français, je pense comme un Sud-Africain. Okay. Je revendique les choses comme un Sud-Africain. Vous remarquerez qu'en Afrique du Sud, au niveau politique, les opposants, ils s'expriment librement. Ils disent ce qu'ils veulent. Même s'ils savent qu'il peut y avoir un danger derrière, ils s'en foutent. Vous remarquerez que un Sud-Africain est beaucoup dans les gimmicks lorsqu'il parle. Un Sud-Africain est beaucoup, on va pas dire dans l'humour, mais dans une démonstration qui peut être plus ou moins divertissante. Oui. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec la langue française, c'est ce que je fais. Mais avec cette transmission, finalement, sans cette transmission plutôt, je ne pense pas que j'allais avoir cette attitude lorsque l'on parle. Pourquoi je parle de ça? Puisque finalement, la parole, de ce que moi je comprends en tant qu'expert en prise de parole en public, c'est très loin d'être un ensemble de mots. La parole, ça comprend à la fois les mots, ça comprend à la fois l'attitude, ça comprend à la fois le comportement non verbal, ça comprend à la fois la manière dont on tourne sa voix, et tout ça fait la manière, alors crée l'admiration ou non, ou interpelle vis-à-vis de celui que l'on écoute. Oui. Et typiquement, c'est l'Afrique du Sud que je garde en tête, puisque nous avons grandi dans une misère, dans une réelle misère. Et c'est pas, on n'en parle pas pour essayer de surjouer là-dessus, c'était une réalité. Oui. Typiquement, nous, où est-ce qu'on vivait? On a eu la générosité d'une famille qui avait une maison
cette famille nous a mis à disposition. Alors, je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais pas si c'est un hangar ou quoi. Je sais pas si aujourd'hui on peut parler de KGB. Oui. En tout cas, la petite maison là où tu mets les vélos de base, etc. C'est Oui. là-bas où on vivait Ok. dans un premier temps. Ensuite, on a vécu dans les bâtiments, dans les quartiers. Donc, où on avait la dimension multiculturelle. Mais ça a toujours été dans la précarité. J'aime pas dire fils de personne, puisque ça veut tout et rien dire. Oui. Fils de celle qu'on pensait qu'elle était personne, mais en fait, c'est ma mère. Grandi dans une famille monoparentale, ce qui fait que l'équilibre a été parfois déstabilisé. Oui. Mais la culture de la parole, c'était purement cet environnement-là. C'était basé sur un environnement vivant où les gens parlaient et s'exprimaient, riaient fort, Oui. étaient dans la joie malgré la difficulté de la vie. Donc c'est de là où je puise tout cela. Ok, très bien. Mais tu as dit deux, trois choses qui m'ont interpellé. Ouais. Tu as parlé de la situation, on va dire, de l'environnement où tu en Afrique du Sud, en tout cas où tu étais. Tu as parlé du fait que tu viens d'une famille monoparentale. Quand on prend ces éléments-là, tels que, je n'ai pas envie de dire, est-ce que je peux dire la pauvreté? Oui, Parce que mais voilà, faut la le dire. pauvreté, le fait Faut le d'être dire. élevé uniquement par ta maman, j'ai envie de dire, c'est des éléments que derrière euh, peuvent conduire un être humain. On va dire, la plupart du temps, quand on entend une histoire comme ça, on se dit, bah, c'est quelqu'un qui va finir, j'ai envie de dire, désorienté. C'est quelqu'un qui ne va pas avoir un bon rapport en tout cas, avec le langage. Ouais. Et pour autant, c'est le contraire Mm. de tous ces stéréotypes, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est dû uniquement au fait que, voilà, l'Afrique du Sud, comme tu l'as dit, ça a été un environnement, j'ai envie de dire, pas hostile dans ce sens culturel où il a été bénéfique pour toi, ou il y a eu d'autres facteurs, finalement, qui t'ont aidé à ne pas suivre les stéréotypes qui est fixé malheureusement pour ces genres de cas? Mais qui t'a dit que je n'ai jamais suivi les stéréotypes? C'est ça Je la ne question. savais pas. Oui, mais c'est là où c'est intéressant. Oui. Et c'est pourquoi je dis que c'est ceux qui me connaissent vraiment savent qu'ils ne peuvent pas me connaître. Très bien. Puisque finalement, quand on prend le récit, alors que ce soit le récit de ma vie ou le récit de chacun, lorsqu'on prend le temps de conscientiser sur l'influence de chaque décision que l'on a pu avoir dans notre vie, c'est une éternité de pensée, une éternité de réflexion. Et moi, j'ai pris le défi d'y aller dans cette, on va dire, énigme qu'est ma vie. Je suis passé aussi par les stéréotypes. Ce qu'on appelle stéréotype, si on se comprend de la même manière, c'est se dire, ok, en tant que noir, fils d'immigrés et immigrés, j'arrive ici en France, en tant que fils ou enfant issu d'une famille monoparentale, je dois me comporter d'une certaine manière. Et surtout, j'ai envie de dire, en termes de langage, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une richesse telle qu'on le voit aujourd'hui quand tu parles, par exemple. Alors, je vais revenir sur ça après. Oui. Parce que pour le coup, là, je vais vraiment étayer. Mais allons dans cet épisode juvénile. On va dire cet épisode qui a été assez mouvementé dans mon adolescence. J'ai dû compenser l'absence parentale ou l'absence paternelle. J'ai dû compenser l'absence paternelle par la présence et l'amour de mes grands cousins, des personnes de ma famille. Je passais plus de temps avec eux. On restait beaucoup entre nous. Et avec la précarité, et qu'on se situe aujourd'hui, nous sommes déjà en France au moment où je parle de ça, avec la précarité, avec on va dire le silence bruyant de l'omniprésence de la misère, à un moment, tu as des idées. Ah les gars, venez, on fait ça, venez, on fait ça, venez, on fait ça. Tes semblables, tes modèles, ou du moins tes pères de substitution, ce sont tes cousins. Oui. Et moi, je parle de ça sans accuser mes cousins aujourd'hui. Oui. Nous sommes bien aujourd'hui. Et puis, c'est vraiment ce sur quoi je me suis dit, ok, nous n'étions pas destinés à faire n'importe quoi. Oui. Par contre, je suis passé par, que ce soit les rixes, que ce soit vraiment la délinquance, la drogue, la vente de la drogue, etc. Je suis passé par ça. Et j'en parle pas avec une ostentation. Et c'est justement ça qui fait que parfois, j'en parle pas beaucoup. Oui. C'est plus de la pudeur en se disant, écoute, ça fait partie de ma vie parce que je dois l'accepter. Oui. Par contre, ça ne résume pas qui je suis. Très bien.
C'est semblable à cet enfant qui sort dehors et qui se dit, OK, alors, on va dire semblable à cet enfant qui se rend dans un lieu et il voit seulement ceux qui le ressemblent en train de faire ça. OK, bon, on y va, bon, let's go. Et moi, comme j'étais à la fois en recherche de cette figure paternelle et en même temps mature parce que pas de figure paternelle, Oui. mes cousins avaient peut-être allé 7 ans, 8 ans, 9 ans de plus que moi. Donc, t'as le petit bonhomme de 12 ans qui est là et qui traîne avec des personnes qui étaient largement plus âgées que lui, mais qui était assez furtif en tant que personne. Et ce parcours-là est important à observer puisque moi, je ne vais pas résumer ça comme des stéréotypes. Ok. Moi, je vais résumer vraiment cela comme le fait de vivre sans sens. Mm. Sans sens. Et peut-être que d'un point de vue sociologique, on dirait que oui, forcément, comme tu proviens de tel lieu, de manière probabilitaire, il se peut que tu finisses dans telle situation. Oui. La sociologie ne dit pas non plus que c'est un déterminisme. C'est pas que tu vas finir comme ça. Et bizarrement, lorsqu'on va étudier sur des enfants peut-être comme toi ou peut-être comme moi, qui vont être issus de milieux assez instables économiquement, peut-être structurellement fragiles, peut-être. Il y a quand même des choses derrière qui sont positives. Oui. Et c'est pourquoi je ne voulais pas parler de stéréotypes. Oui. Je suis d'une culture congolaise. Ça veut dire que ma mère est une Congolaise, RDC. Mon oncle a grandi à l'époque où Mobutu avait fait des universités du Congo, Oui. les meilleures universités d'Afrique, Oui. où les gens venaient pour ça. Donc si je te ramène mon oncle et que tu l'entends parler, tu vas dire ok, c'est de là d'où sort Shadrach, oui. Oui, je comprends. Ça veut dire, et je suis obligé de le dire, c'est que l'amour pour les mots, je pense que je l'ai puisé à travers cette rigueur que mes oncles, mes tantes avaient à parler la langue française. Ok. À savoir que celles et ceux qui nous écoutent, malheureusement ou heureusement, chacun son avis là-dessus, mais chez le Congolais, pour que le Congolais montre qu'il a fait les études, il se met à parler français. Il se met à parler français. Ouais. Il dit, moi j'ai fait les études, petit. Et puis Ouais. il parle un français très compliqué. Très, très compliqué. Pour même. montrer qu'il a vraiment fait les études. Ouais. J'ai écouté récemment un député congolais parler. J'ai rien compris. Je pense qu'on parle du même député. Oui. D'ailleurs, on le salue parce qu'au départ, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'il est sérieux ou il n'est pas sérieux? Oui. Mais en fait, quand tu creuses, et c'est vrai que ça peut paraître un peu théâtral. Mais fait, il est sérieux. Mais il parle sérieusement. Oui. Il parle sérieusement à ce moment où il dit que l'arrivée, quand il parle du président, c'est un chauviniste. Oui. Hein, c'est un individu philanthrope. Hein, c'est un individu qui a essayé de franchir le pas ici, le sol. Mais nous allons parler avec une certaine fraîcheur. Mais en fait, tu vois que on se prend pas au sérieux par rapport à ça. Oui. Pourtant, ce sont des qualités que l'on a. C'est vrai. Et c'est pourquoi j'ai voulu me dire, ok, tu vois, pour répondre à ta question, finalement, ce ne sont pas des stéréotypes. C'est pas, ou du moins ce qu'on entend par stéréotype, c'est peut-être ce qu'on va être, ce qui va être vu par, c'est-à-dire l'homme occidental ou les études d'aujourd'hui ici. Oui. Mais en fait, si on creuse un peu chez nous, on a toujours eu une culture à l'oral. Oui. Alors, que ce soit la langue française ou non, on a toujours eu une culture à l'oral. C'est-à-dire que quand tu observes des recherches scientifiques et tu observes que dans la plupart des pays africains, il y a une culture à l'oral. Au niveau du Maghreb, c'est beaucoup la mémorisation à travers le fait de te raconter des histoires pour que tu puisses mémoriser, sans forcément écrire. Quand on va chez West Africain, ce sont beaucoup des contes qu'on va raconter, qu'on va te ramener. Nous, au milieu, c'est un peu plus la musique, la manière dont on va te transmettre les choses. Et c'est la réalité. Oui. Ce sont des cultures à l'oral. Culture à l'oral pour que ça puisse être un outil pédagogique, un outil éducatif, un outil parfois même de spiritualité, pour te mener à penser plus loin. Ça a toujours été une culture à l'oral. Donc aujourd'hui, ça serait ingrat de ma part que de dire je me présente Shadrach Kilanga, je me suis fait tout seul, la vie était dure, nanana. Non. Je pense que j'ai été déjà une fleur qui a eu comme racine une famille, un environnement qui prônait déjà une forme d'excellence. Oui. Après, moi, j'ai envie de ramener ça, surtout sur la réalité actuelle. Actuelle, la réalité de la France. J'ai envie de dire, quand on a un jeune homme ici d'un quartier, on va dire, défavorisé, et on a un autre jeune homme
voilà, qui est un peu plus aisé, on s'attend à ce que celui qui vient d'un quartier défavorisé ne parle pas correctement la langue française. Quand vous voyez un jeune homme avec un jogging, habillé un peu, j'ai envie de façon... une fois de plus, je vais entrer dans les stéréotypes, malheureusement, comme un dealer, comme on a l'habitude de dire, ben, on s'attend à ce qu'il ne s'exprime pas bien. Malheureusement, c'est la réalité. Et plusieurs fois... Oui. Si il s'identifie par rapport aux autres, mais si tu me parles du petit, alors si on parle du Congo, du petit Congolais, s'il se connecte vraiment à sa famille, Oui. forcément il parlerait bien. Ok. Si tu me parles même du petit Gabonais, s'il se connecte à sa famille, Oui. il parlerait forcément bien. Ok. Tu vois les Camerounais, comment ils parlent, Oui. En fait, s'il se connecte vraiment à sa famille, forcément il parlerait bien. Mais s'il Ok. veut imiter les autres pour dire oh, yo, 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 ouais. Ah, mais alors, en fait, je t'ai coupé, pas pour. Non, pas de manière mais impolitaise. justement, non, mais En fait, j'ai compris. c'est te dire J'ai que. compris finalement, c'est une perte d'identité C'est ça, là-dedans. c'est une Oui. perte de. En fait, c'est une vie sans sens. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'identité. Du coup, je dis, ah, ben, je prends ce qui vient. Ah, ça a l'air cool celui-là, je suis parti. Ah, les gars, on va vendre ça, ça a l'air plutôt bien, let's go. Mais en vrai, on le fait. Et je me souviens quand j'avais arrêté cette vie, je prends le temps de me livrer là-dessus, ça va faire Oui. du bien à ma communauté. Donc, on a été, alors pas dans le grand banditisme. Je trouve que ceux qui sont dans le grand banditisme, ils en parleront jamais. Oui, C'est des petits trucs, des trucs du quotidien. Par contre, voilà, ça fait que c'est un quotidien assez bizarre. Il y a un moment, je me dis, ok, non, ce truc-là, je pense que je dois arrêter. Et là, j'ai mes grands cousins qui, au départ, voyaient que ça m'influençait, mais ne voulaient pas me voir dans ces trucs-là. Oui. Vers la fin, en tout cas de moi, de mon parcours dans ce milieu-là, c'est eux qui viennent me proposer quelque chose. Ah, Chirac, on a un deal. Ah, on va vendre de la cocaïne. Est-ce que tu réalises que moi, à ce moment-là, j'ai peut-être 16 ans. Mes cousins, ils sont plus âgés que moi. Mais ils voient que non, lui, c'est un bon. Il était plutôt bon. Pour que les gens se situent quand même. Quand on parle de ça, qu'on parle de manière transparente. On n'est pas là pour prôner cela, mais il faut quand même en parler. Vendre, je sais pas, du shit, c'est 10 € le gramme à l'époque. La bœuf, c'est 20 € le gramme à l'époque. La cocaïne, c'est 70 € le gramme à l'époque. Ça veut dire que c'est le truc, c'est le Graal. Par contre, c'était une honte pour les gens. Ah, parce que ça rend les gens... En fait, tu vends la mort. Je vois mes cousins qui me proposent ça et ils me disent, Chirac, là, en plus, on peut te mettre sur le terrain. Je dis à mes cousins, j'ai dit non. Cette fois, ça ne sera pas avec moi. J'ai peur de ne plus savoir répondre à la question qui suis-je. J'ai peur de ne plus savoir répondre à la question qui suis-je. Et cette phrase-là, ça va servir de référence à tous ces jeunes que tu verras. Oui. L'identité n'y est pas encore. Ils vont te faire croire que c'est leur identité. Non. Oui. C'est j'imite l'autre. J'imite l'autre parce qu'il me paraît plus cool. Parce que je dois, moi, également essayer de compenser ma carence affective. Il faut que je me montre pour que les gens m'admirent. Et s'ils me valident, c'est bon. Mais est-ce que la responsabilité, c'est de la part des jeunes ? C'est pas forcément. S'ils le veulent, oui, ils peuvent en prendre la responsabilité. La responsabilité va résider chez celles et ceux qui ont les qualités et les capacités à aider ces personnes, mais qui n'en font rien. C'est cette phrase de Martin Luther King qui dit « Ce dont j'ai peur, c'est pas le bruit des oppresseurs, mais c'est le silence. » C'est le silence, ouais. C'est de ceux qui peuvent faire des choses, mais qui ne font rien. C'est pour dire que peut-être moi, à ce moment-là, j'ai eu la capacité à me regarder, à me dire j'ai peur de répondre à la question, de ne plus savoir répondre à la question « Qui suis-je » T'imagines cette question comme elle est profonde. Très profonde. Peut-être que toi, de ton côté, ça va être plus ou moins stable aujourd'hui. Mais peut-être qu'à une époque, c'était compliqué. Mais ça, c'est une question que peu de gens arrivent à... Pourtant, c'est une question que chaque être humain devait pouvoir répondre. Normalement. Oui. Normalement. Et j'ai envie de dire, d'après tout ce que tu m'as dit, j'aime bien fixer des vérités. Ouais. Même quand j'enseigne ou je prêche, j'aime dire vérité. J'ai deux vérités à vous donner. Je trouve que c'est important. Ça fait une phrase que les gens peuvent retenir. Et je pourrais dire que là, jusqu'à présent, je retiens une vérité qui est mon identité a un rapport direct avec mon langage. Oui. Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça ? Oui, notre identité a un rapport avec notre langage. Parce que finalement, savoir qui je suis me permet de parler. Je n'ai pas envie de dire correctement, mais me permet de parler tel que je suis censé parler. Je dirais et pas emprunter l'identité de quelqu'un d'autre du langage de quelqu'un d'autre. Oui, mais je dirais ça en complétant de manière très simple pour celles et ceux qui nous écoutent. Les mots sont les reflets de la pensée. Les mots sont les vêtements de la pensée. C'est-à-dire que lorsque vous restez en silence, les gens pensent que vous ne pensez pas. Elle est profonde, cette phrase. Les mots sont les vêtements de la pensée dans le sens où, grâce à ce que vous allez dire, on va avoir accès à ce qu'il y a en vous.
On dit, ah, donc c'est ça qu'il y a dans la tête de David depuis tout à Oui. l'heure. Ok. Donc, les mots, comme les mots sont les vêtements de la pensée est constitutive de qui l'on est. Car la pensée est remplie de tout ce qu'on a vécu, tout ce que l'on a comme projection pour après, nos traumas, nos blessures, nos joies, nos rêves. Donc, c'est une grande partie de ce que l'âme est, de ce que l'esprit est. C'est une réalité. Et de ce fait, quand on se met à parler, en fait, on communique notre esprit. Oui. Alors, dit comme ça, les gens, ils ont peur quand on entend ça comme ça. Ils disent, mais c'est quoi cette histoire? Mais oui, l'énergie, comment ça va? Ça va, en forme, et toi? Ok, tac. Ah, tu m'inspires vraiment du positif. Oui. Et tu le ressens même. Oui. L'un de mes associés, je salue ça, Dadi Creator, Mvwezolo, l'homme de la situation. Je salue à chaque fois. Il est congolais aussi? Congolais. Oui, non, parce que j'ai compris par Dadi les... Creator, Mvwezolo, l'homme de la situation, l'associé, celui qui a vu la naissance de ses parents. C'est ça qu'il dit. Ok. je salue Dadi. Dadi me dit toujours, Charac. Une présentation digne d'un Congolais, ça. C'est toujours ça. Quand tu arrives quelque part, Charac, il y a des énergies. Oui. Il dit toujours ça. Et en fait, j'aime bien quand il me dit ça. Il me dit, mais ça veut dire que selon le mood que tu auras, selon le mood que les gens auront autour de toi, ça va t'affecter ou tu vas affecter les autres. Tout à fait. Tu vois, ça passe pas comme ça. Là, par exemple, on est en train de discuter, on va se mettre dans un mood. Et nous, on aura vécu quelque chose que peut-être les téléspectateurs vont vivre de manière, de manière partielle. Oui. Allez, 1%, 2%. C'est pas la même fréquence. Mais c'est pas la même fréquence. Oui. Et du coup, ça passe par où? Souvent, c'est les pensées qui essaient de communiquer. Et les mots permettent le vêtement. Ça veut dire quoi? Les mots permettent d'identifier, de voir, d'habiller. Parce que parfois, on a des choses que l'on ne veut pas dire. Oui. Et grâce aux mots, on pourra faire comprendre sans les dire. Donc, on habille. Oui. On habille. Ce qu'on porte comme habit aujourd'hui, ce n'est pas réellement qui l'on est. Ou du moins, ça représente ce que l'on veut montrer de nous. Oui. Et c'est peut-être en cela qu'on dit que c'est notre identité. Et si on peut se permettre quelques exceptions sur l'identité, en plus avec l'évolution aujourd'hui, c'est encore plus vrai, c'est que l'identité, c'est la personnalité que l'on accepte de nous et que l'on montre aux gens. Ok. C'est la personnalité que l'on accepte de nous et que l'on montre aux gens. Et quelque part, l'identité, on doit être au contrôle de ça. Sinon ce n'est juste que le simulacre en fait, de quelqu'un. C'est-à-dire, ok, j'accepte de vous montrer ça et ça fait partie de mon identité. Donc autrefois, et si je parlais au petit Shadrach de 12 ans jusqu'à peu près 16 ans, je lui dire, mais mon garçon, t'es pas ça en fait. Tu n'es pas ça. Oui. Oui, mais vous pouvez pas me comprendre. Oui, mais regarde ce que j'ai vécu. Oui, mais justement, regarde, j'entends de tes paroles, tout ce que tu dis dans tes paroles, c'est que c'est à cause des gens que tu vis comme ça. Oui. Ça veut dire que c'est même pas toi qui est au contrôle de ça. Et j'ai vite compris une chose, et c'est quelque chose qui me touche encore aujourd'hui quand j'en parle. Le jour où tu acceptes les circonstances de ta réalité, peu importe si tu en es responsable ou pas, peu importe si tu es à l'origine de cela ou pas, c'est à ce moment-là que tu es au contrôle de ta vie. Super. J'étais à des doigts de dire amen. Mais bon. Mais tu peux, pas de souci. Non, mais en fait, c'est là où tu es au contrôle de ta vie. Oui. C'est ok, c'est vrai, j'ai grandi sans papa. Oui. Et ça me fait mal. Et je vais avancer. Oui. C'est pas grave. Ah, c'est vrai que parfois, je sens que je suis un peu en retard par rapport aux autres. Je vais aller quand même. Je suis issu d'une famille qui est précaire. Ok. Et il y a une phrase que je répète beaucoup à mes collaborateurs, et j'espère que ça va faire écho à chaque personne qui écoutera cet épisode. Mieux vaut se pardonner que se trouver des excuses. C'est-à-dire que moi, au moment où j'entends ces voix-là qui me font rappeler mon passé, et qui me dit, tu vois, comment t'étais avant, maintenant t'as changé, tu te prends pour qui toi? Mon garçon, mieux vaut se pardonner que se trouver des excuses. Oui. Mieux vaut se pardonner nos imperfections, mieux vaut se pardonner notre situation que de se trouver des excuses pour ne rien faire. Et je pense que c'est un processus qui est essentiel pour à la fois avoir l'amour de son identité ou créer son identité et comprendre les autres aussi, dans leur manière d'être ou dans leur manière de faire semblant qu'ils sont. L'une des plus grandes carences qui existent aujourd'hui, et ça ne concerne pas simplement que la communauté qui est précaire ou quoi, c'est la communauté internationale. C'est l'identité. Les gens ne savent pas qui ils sont. Les gens ne savent pas. Et le pire, c'est que si on le dit, ils vont s'énerver. Oui. Tu te prends pour qui? Tu penses savoir? Ok, pas de souci. Prenons, il n'y a pas de souci, d'accord.
Mais observe ces personnes quand ces personnes sont avec elles-mêmes. Est-ce qu'elles arrivent à rester en silence, calmement, se poser, sans qu'il y ait une pensée négative qui passe par la tête? Et c'est là où tu sens que, Oui. ah ouais, en fait, il y a un travail à faire. Mais après, il y a pas mal de personnes. Je reviens sur le Shadrach de 12 ans, 13, 14, 15, 16, je pense, avec ce blessure intérieure et tout ça. Il y a pas mal de personnes qui se retrouvent dans cette situation et qui finalement ne savent pas mettre de mots sur leur douleur. J'ai Ouais. entendu, je ne sais pas si tu seras d'accord avec ce qui disait un expert de la parole, qui disait que souvent, parce que nous ne savons pas nous exprimer, parce que nous n'avons pas le mot qu'il faut pour exprimer l'émotion, finalement, on est obligé de la garder pour nous, parce qu'on ne sait pas l'exprimer. Et quand on ne sait pas l'exprimer, on ne sait pas le communiquer correctement aux gens, bah forcément, il y aura des fissures, forcément, il y aura des problèmes. Et j'aimerais bien savoir à quel moment tu as compris qu'il fallait bien mettre de mots sur ce que je ressens. Et surtout, il faut bien, j'ai envie de dire, perfectionner mon langage, Ouais. parce que ça va m'aider à guérir. C'est un peu de la triche, si c'est avec moi, de parler de ça. Encore une fois, ça, c'est j'envoie la reconnaissance et toute ma gratitude vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mon grand-père, que je n'ai pas connu, mais dont j'ai compris le récit, vis-à-vis de tous mes oncles, vis-à-vis de l'entourage, puisque ma propre mère s'exprime bien. Mais si je dois répondre de mon point de vue par rapport à cette question, en vérité, moi, j'ai toujours écrit sur ce que je ressentais. Ok. J'ai toujours été dans l'écriture de ce que je ressentais. J'ai toujours fait face à ce que je ressentais. Sauf que j'accordais la responsabilité aux autres. Ok. Et c'est pour compléter ce que dit cet expert, et c'est vrai que ce qu'il dit, c'est important, c'est si les enfants ne peuvent pas extérioriser, si les personnes ne peuvent pas extérioriser, ils vont garder ça pour eux, et ils vont traîner avec ça sans avoir conscience que c'est là. Oui. Et ça, c'est vrai. Maintenant, le jour où ils auront conscience que c'est là, ou s'ils avaient conscience que c'est là, comment se comporteraient-ils? Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est l'autre étape. C'est, OK, maintenant que tu sais que tu sens ça, maintenant que tu sais que tu ressens une carence affective, que vas-tu faire? Vas-tu accuser le monde? C'est cette expression qu'on dit, hein, l'enfer, c'est les autres. Oui. C'est Sartre qui le dit. L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. C'est une réalité que la plupart des êtres humains ont. C'est à donner la responsabilité à l'autre de sa propre vie. Je répète la phrase, donner la responsabilité à l'autre de sa propre vie. Et quelqu'un va me dire, non mais Shadrach, non, on parle juste de ma douleur. Parce que c'est vrai que le jour où j'ai eu ça, c'est lui qui m'a fait ça. Oui. Pas de souci. Mais toi, à quel moment tu prends le contrôle? Parce que si on fait ça avec telle personne, telle personne, telle personne, mais finalement, toi, à quel moment tu vis? Oui. À quel moment c'est toi qui prends la responsabilité? Et j'ai eu cette discussion encore avec l'un de mes collaborateurs. Et non, c'était un prestataire avec lequel ça s'était très mal passé. Il voulait vendre des choses pour nous, etc. Et pourtant, c'était une bonne personne. Mais le business, ce sont pas les bonnes personnes qui vont faire les... Mais bon, je salue quand même, hein, je salue à cet ami. Et je lui ai dit, mais tu sais, moi, mon problème, ce n'est pas, vis-à-vis de cet échec, ce n'est pas savoir qui a fait quoi. C'est qui va réagir. Et j'ai pointé là quelque chose qui était important, qui est les plus grands hommes, avec un grand H, je salue les femmes pour cela également, faut pas se fâcher, les plus grands hommes sont celles et ceux qui prennent pour responsabilité des choses dont ils ne sont même pas à l'origine. Alors dit comme ça, déjà on se dit, ah Shadrach, c'est pas possible. Comment ça, je vais prendre... Non, moi j'y suis pour rien par contre. Ok, d'accord, commençons par ta propre vie. Parce que cet état d'esprit, on va dire cette réponse cette réponse immédiate qui est, oh non, moi je peux pas. Bah déjà, faisons ça avec ta propre vie. Faisons ça avec votre propre vie. C'est-à-dire, toutes les fois où les gens vous ont fait du mal, lorsque vous vous en voulez encore à ces personnes, vous attendez quoi d'eux? Qui pardonne? Ok, d'accord. Et après? Ah, qui reconnaissent? Ok. Et après? Qu'ils... D'accord. Et vous? Qu'est-ce que vous attendez de vous vis-à-vis de ça? Qu'est-ce que vous attendez de vous vis-à-vis des injustices que vous avez subies? Qu'est-ce que vous attendez de vous vis-à-vis des personnes qui vous ont peut-être fait du mal et qui vous ont fait ressentir tellement de choses que vous êtes amené à vous détester vous-même? Au bout d'un moment, prenez le contrôle. Alors bien sûr, dit comme ça a l'air facile. Non. L'idée, c'est pas de dire que c'est facile. L'idée, c'est juste d'y penser. Et de ne pas tomber dans un déni où on se dit, ok, c'est les autres, ce sont 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 les autres.
Et moi, quand j'écris mes récits, où j'écris tout ce que je ressens, de manière fictionnelle, de manière artistique, parce que je fais beaucoup de choses. Mes amis le savent, je peux écrire beaucoup de choses. J'aime bien écrire des poésies, écrire des chansons, etc. Vraiment, j'aime ça. Et Ok. c'est la culture que j'ai eue. Quand je me mets à écrire ça, est-ce que je tourne, ou du moins, est-ce que je donne le bâton à l'autre en disant, à cause de mon père, voilà ce qui s'est passé. À cause de ma mère, voilà ce qui s'est passé. À cause de ma situation, j'ai pas pu faire ça. À cause de le mur des lamentations. Alors c'est pas un jeu de mots, mais c'est-à-dire quand tu écris ça, tu n'avances pas. Oui. Ok, voilà ce qui m'est arrivé. J'accepte. Voilà ce que j'ai ressenti. Je creuse. Voilà ce que je vais en faire. J'agis. Peut-être que ce processus-là va aider beaucoup de personnes. C'est-à-dire, ne soyez pas dans le déni. Oui, ça s'est passé. Donc dites-le. Dites-le. Et si vous avez des amis qui n'arrivent pas à l'entendre, si par exemple un ami, tu lui dis, écoute, ce jour-là, tu m'avais beaucoup fait, ce jour-là, tu m'as fait ça, mais il n'est pas prêt à l'entendre, méfiez-vous de cet ami. Chérie, ce jour-là, tu m'as fait ça. Non, c'est faux. Attention. Faites très attention. Et ensuite, seconde étape, mais voilà ce que j'ai ressenti par rapport à ça. Voilà ce que j'ai ressenti par rapport à ça. Je voulais juste te le dire. Je ne te blâme pas, je te dis juste ce que j'ai ressenti par rapport à ça. Et ensuite, c'est pas grave, moi je vais agir à ma manière. Le jour où on fait ce processus-là d'acceptation, d'empathie envers soi-même, et ensuite de résilience, mais la vie va être pas un bonheur, mais une banalité en termes de malheur. C'est-à-dire que peu importe les problèmes qui vont arriver, je suis là. Oui. Je suis là parce que maintenant je suis au contrôle. Je suis au contrôle de ce qu'il y a en moi et je vais montrer mon identité face à ça. Oui, oui. C'est vraiment très intéressant. Quand tu parlais, il y a un verset de la Bible que j'aime beaucoup, mais il est très difficile à lire, surtout à obéir. Ouais. C'est Jésus qui dit, quand tu te présentes pour faire une offrande, si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, va vers ce frère et demande pardon. En d'autres termes, c'est plutôt ce frère qui devait venir me demander pardon. Ouais. Mais Jésus dit, au moment où je fais mon offrande, ah tiens, moi et Shadrach, on a un souci, on a un problème. Oui, il m'a fait du mal, mais on a un problème. C'est pas il m'a fait du mal, c'est pas qui a commencé, c'est plutôt on a un problème. Du coup, est-ce que je peux le régler? Ouais. Et il y a un autre verset qui dit, autant que c'est possible, cherchez la paix avec tous. Finalement, c'est pas ce que veut l'autre, c'est totalement c'est ça. moi. Et c'est intéressant que tu en parles parce qu'aujourd'hui, et c'est dommage, hein, on envoie toute la responsabilité au tiers. C'est toujours la faute de mon père, c'est toujours la faute de ma mère, c'est toujours... Est-ce que tu penses que ça a un rapport direct? Je suis sûr et certain, en fait, j'ai fait un peu une question rhétorique, mais bon, je vais la faire quand même. Voilà. Est-ce que tu penses que ça a un rapport direct avec l'identité dont on a parlé et surtout avec le fait que les gens ont du mal à s'exprimer? Parce que j'ai vu certaines personnes qui m'ont dit, mon père m'a fait ci, m'a fait ça, et j'ai dit, t'as pensé à parler avec, mais j'arrive pas. Oui. Ouais, c'est... Ce qui est malheureux, c'est... Tiens, comme pour un écrivain, ce qui est malheureux, c'est un livre qui n'a aucun lecteur. Ce qui est malheureux, c'est une parole qui n'a aucun destinataire. Et les gens sont dans l'appréhension de cela. Oui. Ils se disent, ok, mais si je parle, est-ce qu'il va m'écouter? Ça sert à quoi de parler? Tu vois, le terme, ça sert à quoi? Renvoie à une fonction utilitariste. Pourquoi je vais le dire? Est-ce que réellement, il va recevoir ce que je vais dire? Oui. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont se mettre à se brider. Se dire, bon, en vrai de vrai, ça c'est un peu l'expression des gens aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, en vrai de vrai, si je me trompe pas, si on dit en vrai une fois et on dit de vrai, du coup, ça en fait quelque chose... bon, en rhétorique, on juge beaucoup, et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit on sort dehors, et je me suis rectifié. Oui. En fait, entre guillemets, quand on sort, c'est forcément dehors, tu vois. On parle de pléonasme. Monter en haut, descendre en bas.
Et en vrai de vrai, c'est un pléonasme. Mais bon, ça c'est juste pour la petite parenthèse. Quand les gens vont dire, mais franchement, en vrai, ça sert à quoi de dire ça parce qu'il va jamais m'écouter. C'est toujours le prolongement de l'enfer, c'est les autres. Oui. Pourquoi? Puisque, j'expliquais ça en interview dernièrement également, lorsque tu pardonnes quelqu'un, tu le fais pour toi. Oui. Lorsque tu exprimes ce que tu ressens, tu le fais pour toi. Ce n'est pas une manière de prôner l'individualisme, mais c'est de dire que à travers la vibration qui se passe dans ta voix lorsque tu parles vis-à-vis de quelqu'un, il se passe déjà quelque chose en toi. Et se dire que lorsque l'on parle, il y a deux destinataires. Lorsque tu vas parler, même si tu parles à une seule personne, tu as deux destinataires. D'abord, il y a l'autre, et il y a aussi toi. Et à moi-même. Ouais. Et parfois, juste le faire pour soi, c'est une manière de se libérer de nos chaînes. Et en ce sens, peut-être commencer par écrire déjà sur ce que l'on sent. Écrire sur ce que l'on ressent. C'est une suggestion que je donne beaucoup aux gens. Pour faire face à nos pensées. Parce qu'à force de laisser les pensées s'étouffer, non, s'entasser, ça finit par s'étouffer et on n'arrive plus à identifier ce que l'on ressent. Oui. On ressent juste la chose, on se dit, mais c'est mort. Et on ressent une lourdeur en nous. Oui. Et en fait, l'expression, c'est une manière d'extérioriser et finalement de survivre. C'est une thérapie naturelle, une thérapie disponible à tous, disponible pour tous. Quand on parle aussi à l'autre. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faudra faire la différence entre le message que j'ai à faire passer et le discours. Souvent, les personnes auront l'appréhension de dire quelque chose parce que ils ont peur de la réaction derrière. Oui. Soit ils ont peur de l'inaction ou du manque de réaction qui va suivre, soit ils ont peur de recevoir tout l'opposé. Et c'est là où il faut faire le travail du discours. Le message, c'est ce que l'on veut, c'est l'intention que l'on a, l'intention verbale. Notre intention est là. Toi, tu te retrouves à un moment de prédication, avant même de monter sur scène, avant même de parler, tu sais déjà, la direction, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas la thématique, c'est plutôt, voilà ce que je veux faire comprendre à travers tout ce que je vais dire. Donc, en une seule phrase, voilà ce que je veux te faire comprendre. Mais malheureusement, l'être humain étant complexe, fragile, vulnérable, imprévisible, incontrôlable, cela nous mène à un art qui est multiple, et cet art, c'est le discours. Du message sort le discours. C'est-à-dire que le discours, c'est se dire, vis-à-vis de mon auditoire, vis-à-vis de mon interlocuteur, comment je choisis les bons mots. Mais pour toujours faire comprendre ce que je veux dire. Oui. Donc ça nous mène à 3 leçons derrière ça. C'est qu'à travers le message, vous ne devez jamais changer votre message. Oui. Si je dois me lever pour venir te parler à toi pour dire que tu m'as fait mal, c'est la direction dans laquelle je dois aller. Oui. Parce que c'est ça qui est au plus profond de moi et que je dois libérer. Mais parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est pas forcément un jour où tu te sens bien, c'est pas forcément un jour où tu es prêt à entendre des choses comme ça, parfois je vais dans mon comportement pouvoir reporter ou atténuer. Oui. Et tout ce travail-là va se faire à travers le discours. Le discours, c'est comment le message va s'adapter à l'interlocuteur. Contrairement à ce que nos très chères personnes, alors je dirais pas très chères personnes, mais la plupart des personnes pensent, le message est univoque, le discours est multiple. Ok. Attendez, je répète la phrase, parce que je pense que t'as pas pris conscience de la dinguerie que je viens de dire. Pourquoi je te dis ça? Le message est univoque, le discours est multiple. Donc ça veut dire quoi? Il n'y a pas de problème avec le double discours. Ah là là. Et là, t'as tous les journalistes qui vont dire, mais c'est quoi cette histoire? Non. Pourquoi? C'est le même message, mais selon la population, selon l'individu, je vais le dire de différentes manières. Oui. Donc il n'y a pas de problème avec le double discours. Parfois, vous avez une même situation qui va réunir 3 personnes différentes. Oui. Et nous, on va aborder chaque personne différemment pour régler la même situation. Tout à fait. Il n'y a pas de problème avec le double discours. Avec le double discours. Ça, c'est intéressant. Et les gens vont se dire, mais c'est pas possible. Mais le jour où tu le comprends, tu vois même, si on prend les histoires des prophètes, les histoires des hommes de Dieu, souvent, c'est quoi? Ils adaptent leur message par rapport à la population. Ils vont donner des histoires pour que ça parle à la population en question. Tout à fait. Mais ils ne changent pas le message. Mais ils changent pas le message. Le message est pareil. Oui. C'est juste que là, on va aborder ça comme ça. Et quelqu'un qui va être crédule, quelqu'un qui va être plus ou moins
on va dire, médiocre, excuse-moi du propos, il va dire, mais t'as pas dit la même chose à l'autre, hein. Oui, Mais est-ce que t'as compris la même chose? oui. Non, mais toi, tu changes toujours. Non, c'est pas la version, c'est que je m'adapte à toi. Oui. Si aujourd'hui, je dois expliquer telle thématique complexe à un public enfant, et ce même concept à un public plus adulte, je le ferai de différentes manières. Mais c'est la même chose. Quelqu'un va venir dans mon cours, mais j'ai observé ta performance durant cette assise auprès des jeunes. T'as pas dit la même chose qu'à nous, hein. Oui. Franchement, c'est pas bien. Moi, en tant qu'orateur, j'ai envie de dire, est-ce que plusieurs fois, je vis en tout cas des orateurs le faire. Vous me comprenez? Tu me comprends quand on parle à une seule personne? Ouais. Et j'ai envie de dire, est-ce que moi, en tant qu'orateur, je peux faire comprendre à quelqu'un mon message ou c'est à cette personne de le comprendre? Je ne sais pas si tu vois la nuance dans ma question. Parce que finalement, j'apporte le message, j'essaie de m'adapter autant que possible à la personne qui est en face. Finalement, elle ne le comprend pas. Est-ce qu'il y a là, j'ai envie de dire, double responsabilité qui doit cohabiter ou la balance pèse plus d'un côté que de l'autre? Ce jour-là, on était lundi. J'étais au téléphone avec l'un de mes mentors. Début de la conversation. Alors, comment ça va? Je dis oui, ça va très bien. Après, il me dit ouais, t'as vu, en plus c'est lundi. Ouais, en vrai, je vais comme un lundi. Il m'a dit, mais c'est quoi cette connerie? Qu'est-ce que tu me dis là? Non, mais quand je dis que je vais comme un lundi, c'est une manière de dire que... Une manière de dire quoi? Explique-moi, pourquoi tu l'as dit? Bah, je sais pas, c'est ce que tout le monde dit. Il dit, écoute mon garçon, je ne suis pas responsable de ce que je ne comprends pas de ce que tu dis. Alors bien sûr, c'est du mentorat. Et pour ceux qui ont des mentors savent qu'un mentor, c'est une forme d'amour cru. Oui. Cette phrase a beaucoup résonné en moi. Je ne suis pas responsable de ce que je ne comprends pas de ce que tu dis. Ma conclusion ne sera pas de vous dire à vous, à tout le monde ici, que si l'autre ne vous comprend pas, c'est à cause de vous. Non. C'est dans tous les cas, et je vais reprendre les propos de Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, qui est un psychologue russe, qui a illustré cette situation, qui l'a théorisée. Il a dit que c'est un malentendu socio-cognitif. Ok. Je m'aimerais bien que tu développes ça. Mais oui, mais en fait, on prend le propos, c'est que tu as le professeur qui est en train de parler à des étudiants d'un sujet dont il sait déjà qu'eux, ils savent pas, ils comprennent pas, et que les étudiants, ils sont en train d'écouter en même temps en se disant, mais qu'est-ce qu'on fout là? Et en fait, on continue comme ça, tu vois, c'est un malentendu socio-cognitif. Ça veut dire que d'un point de vue de la société qui se forme à travers la pédagogie, c'est-à-dire, c'est une société qui se forme, la classe, c'est une société, et les connaissances qui doivent être transmises, en fait, il y a un décalage, il y a une dichotomie, mais c'est juste un malentendu socio-cognitif. Et en fait, à travers cette illustration, il montre que la responsabilité est chez tout le monde. Sauf que, encore une fois, cela va dépendre de comment les gens vont se l'approprier. Un très grand orateur, et c'est là ce que j'ai compris du message de mon mentor, un très grand orateur, pas par la grandeur, pas par la taille, mais par la profondeur de la pensée, c'est un individu qui est constamment dans le souci de se faire comprendre. Constamment. Il en souffre même. Il en souffre beaucoup. Parce que les gens ne comprennent pas. Mais il est toujours dans le souci. Il essaie de réadapter. Tu vois, mais c'est comme toi, peut-être que parfois tu as prêché quelque chose, tu as dit quelque chose, tu vois dans le visage des gens, les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Du coup, tu peux pas rester comme ça, bon, débrouillez-vous avec. Non, tu vas dire non, attendez, on va revenir sur le truc. Oui, c'est vrai. Je sais pas, tu sors d'une session de prédication, quelqu'un va venir, mais quand tu avais expliqué ça, on n'a pas compris, hein? Ah bon? Et là, tu vois, t'es touché. C'est pas de l'ego, c'est que tu veux te faire comprendre. Oui, c'est vrai. Tu vois? Et pourquoi je dis qu'un très grand orateur aura toujours le souci de se faire comprendre? Car l'amour même qu'il a pour les gens, c'est basé sur l'amour de son message derrière. C'est vrai. Je veux absolument que vous receviez ça. Donc imaginons que les mots, c'est comme si je voulais te transmettre un objet. Je veux absolument que tu saisisses ça. Donc si tu me montres, non, Shadrach, je suis un peu en bas, etc., je vais me plier pour que tu puisses l'obtenir. Je veux dire, essaye. Je dis, non, c'est pas sûr, je vais pas lâcher. En tout cas, je te mets dans de meilleures conditions. Les meilleures conditions pour que tu puisses comprendre. Parfait. Les meilleures. En fait, je ne peux pas me dire, ah, c'est foutu. Non. Même si derrière, toi, tu vas te dire, ok, moi, je dois aussi avoir la responsabilité de l'écoute. Oui.
Moi, j'ai compris ça à travers le message de mon mentor. Pour revenir sur cette question qui est très, très profonde et très intéressante, l'orateur doit garder le contrôle sur ce sur quoi il a vraiment le contrôle. Mm. Ça veut dire quoi? Il y a une différence entre l'intention que l'on a et ce que je vais appeler les effets. Si l'être humain est aux commandes de ses actes, il ne peut jamais être à la commande des conséquences de ses actes. Oh, très bien. Ça veut dire qu'il ne peut pas commander, alors oui, j'aimerais que ça se passe comme ça. Oui, Non. oui. Du coup, c'est ça qu'on va appeler l'intention, c'est, écoute, moi aujourd'hui, je vais mettre mon cœur, mon intention, ma conviction sur le fait que les gens comprennent ça. Là, je vais mettre à la place de personnes qu'on parle pas. Il y a des métiers difficiles comme ça, comme les enseignants pour les petits en maternelle. Oui. Oh, ils arrivent, ils commencent la journée avec une migraine. Ils disent, oh, j'espère qu'ils vont comprendre. Alors, les enfants, allez, aujourd'hui, on va faire ça. Et en fait, son souci, son engagement va être sur le fait de se faire comprendre. Et parfois, Oui. les enfants vont juste être admiratifs de ça. Voilà. On te comprend pas, mais on voit que tu fais de ton mieux. Tu fais de ton mieux. Ouais. Et je sais pas si tu réalises ce que je suis en train de te dire. Oui, les gens oui. vont se connecter à toi, même si, bon, on n'a pas vraiment compris, mais on t'aime bien. Mais c'est intéressant parce qu'une fois, j'ai fini de prêcher et j'ai une dame qui est venue me voir et qui m'a dit le message, dans le jargon chrétien, disons message pour la prédication, il disait le message était très profond, tu étais vraiment excellent, mais j'ai pas bien compris. Mais elle m'a dit, mais c'était excellent. Et du coup, je pense, maintenant que t'en parles, je me dis, c'est plus de l'admiration, quoi. Elle dit, j'ai compris tes efforts, mon petit, ça y est, c'est bon. Non, mais ça va même au-delà de ça. Oui. C'est que l'auditoire, qui représente le public, hein, lorsque l'on parle en public, Oui. l'auditoire s'attache d'abord, alors je dirais d'abord à tort ou à raison, et je laisserai mes consoeurs et mes confrères me corriger, s'attache d'abord à la personne, au dépend même de ce que tu vas dire. Oui. Ça veut dire l'auditeur va s'attacher à la manière dont tu te tiens, la manière dont tu t'exprimes. Oh, les vêtements. Tu sais, il y a Oui. des personnes comme ça. Hein. Moi, je le vis beaucoup, en fait, avec ma mère. Moi, avec ma mère, quand on regarde un match de foot, elle est en train de critiquer la coupe de cheveux du genre. Ah, ses cheveux. Ah, l'autre. Regarde comment il marche. C'est n'importe quoi. Alors qu'on joue au foot. Ça veut dire le fond même, le sujet du fond. Non, elle, regarde comment toi, tu te présentes. Barack Obama a été adulé parce qu'il avait l'attitude. Pas pour des questions politiques. Quand j'étais plus jeune, ma mère... Bon, en tout cas, je n'écoutais pas, mais mon grand frère aimait beaucoup regarder MTV. Oui. Et ma mère nous a interdit de regarder Lil Wayne. D'accord, parce que... À chaque fois qu'elle va dire, pas lui. Regarde comment il est. Et mon grand frère, il disait, mais maman, il chante bien. Et ma mère, elle disait, en lingala, il faisait, et ta lingalité. Ça veut dire, ça me je m'en regarde fous, pas. moi, ça me regarde pas. me regarde pas. Il est pas bien. Il est pas bien. Et je suis d'accord avec toi, finalement. Mais ça, je te le dis. C'est-à-dire que... Alors, parmi les batailles dans lesquelles l'oratrice ou l'orateur s'engage, il y a indirectement ou directement, ça va dépendre de chacun, l'acceptation de qui tu es avant même que tu parles. Ok. Ou même au dépend même de ce que tu dis. C'est je vous ai convaincu en tant que personne. Parfois, les gens vont pas t'écouter par rapport à ce que tu dis, mais par rapport à qui tu es. C'est vrai. Et ils vont déjà, quand ils ne te connaissent pas, essayer de voir si tu arrives à créer une familiarité avec eux. Ça, c'est vrai. Et aussi. cette familiarité va se baser parfois sur des critères très discriminatoires hein, Ouais. ou discriminants. Ou des critères juste esthétiques, mais des critères très subjectifs. Ah, quand je l'ai vu monter sur scène, j'ai vu, il avait le sourire que j'aimais. Je vais l'écouter. Ça a déjà commencé comme ça. Pendant que tu es en train de parler, bon, on ne comprend pas tout ce qu'il dit, mais il est bien intentionné. Vraiment, il a l'air vraiment sincère dans son action, tu vois. Oui. Alors, et ce qui fait la différence, c'est que finalement, après que l'on ait été séduit par ta personne, sans que tu le veuilles, parce qu'en fait, tu as montré vraiment que tu voulais donner le meilleur de toi. C'est maintenant, est-ce que tu arrives à te faire comprendre? Est-ce que tu arrives à te faire comprendre? Oui. J'ai dit l'intention, lorsqu'on voit que tu es sincère dans ce que tu veux mettre en place, avec ensuite de la technique et du travail autour de ça, tu vas pouvoir atteindre les effets attendus. Oui. Mais les effets, tu n'es pas au contrôle de ça. Mais l'expert, on le reconnaît par le fait qu'il sait que à force de répétition de l'expérience, il sait et il peut prédire les résultats qu'il y aura. Okay. Sans être devin. Oui. Mais à force de faire, il peut avoir, entre guillemets, une anticipation sur les effets que les gens auront. Okay. Ça veut dire que quelqu'un va dire, ok, je sais quand je vais dire ça, ils vont rigoler. Les gens rigolent. Ah. Oui.
un jour, j'étais en intervention. Je ramène souvent un jeune que je mentor. Et je lui dis, regarde ce que je veux faire. Ils vont rigoler. Et en gros, c'était un moment où tout le monde était en activité de négociation. Ensuite, j'ai voulu attirer leur attention. Et puis, je fais... Et les gens, ils entendent... ok. Écoutez, j'ai une pensée pour ma mère. Tout le monde rigole. Et il me dit, mais comment t'as fait? Et puis, je lui explique comment. Mais ça ne veut pas dire que je suis magicien en quoi. C'est juste, à force de le faire, j'arrive à rapprocher mon intention des effets que ça aura. Okay. Mais tu n'es jamais responsable des effets que ça aura. Okay. Ou du moins, les individus vont contribuer, ceux qui vont recevoir ta parole vont contribuer à la manière dont les effets vont s'émerger en eux. Oui. Donc il suffit que tu sois un peu fatigué, l'autre va être énervé, ou va dire j'ai pas compris, ou voilà. Mais l'oratrice ou l'orateur a comme ça pour responsabilité, comme je suis tellement amoureux de ce que je veux dire, tellement amoureux de ce que je vais communiquer, comme c'est vraiment une mission pour moi, je vais essayer de rendre ça accessible à l'autre. Et ça, c'est l'autre élément que je vais dire, l'accessibilité. Oui. On ne complexifie pas ce que l'on dit quand on est oratrice ou orateur. On prend le temps d'étayer ce que l'on dit. Oui. Je pense que, contrairement à ce que beaucoup pensent, ou du moins, moi je me réfère beaucoup à mes confrères dans la science, ou du moins les personnes qui sont dans la recherche ou je ne sais quoi. Quand tu lis des documents, des études, tu te dis, oh, c'est trop long. Mais tu dis, mais heureusement qu'ils prennent le temps de t'expliquer tout ça. Oui. Parce que si je te résume ça rapidement, ce serait être dans le faux. Oui. Et beaucoup de gens vont se dire, oui, une oratrice ou un narrateur est capable de dire de manière très rapide ce que quelqu'un peut dire de manière très longue. C'est plus complexe que ça. Une oratrice ou un orateur est capable de te faire comprendre simplement quelque chose de complexe. Et c'est pas pareil. Oui. Ça veut dire qu'il peut prendre du temps, comme il peut le dire rapidement, avec des bons mots, mais il te fait comprendre simplement quelque chose de complexe. Avec des analogies, avec des métaphores, etc. Mais finalement, il arrive quand même à son objectif. Et c'est ça, en fait, son but. Mais c'est un combat. Oui. Donc, parce que première bataille, être accepté en tant qu'individu. Deuxième bataille, être compris. Troisième bataille, que les gens puissent suivre ce que je vais dire. En tout cas, j'ai été enrichi et je pense que toutes les personnes qui nous ont suivis aussi, j'ai même envie de dire que je pense pour faire une partie des... D'accord. Vraiment, j'ai beaucoup été béni. Voilà, je vais utiliser une fois de plus un jargon chrétien, pardonnez-moi, c'est plus fort que moi. J'ai beaucoup été béni. Et, je m'aimerais finir, mais cette fois-ci avec une phrase, me venant de toi. Ouais. Une phrase que tu aimerais bien que moi et toutes les personnes qui nous ont regardés retiennent. Une phrase qui va faire... une phrase qui va être représentative de ma pensée actuelle, et j'espère que ça va faire écho à chacun. Le niveau d'orgueil d'une personne est corrélé à son degré d'ambition. Plus tu as de l'ambition, plus tu vois les choses en grand, peu importe où tu te situes, matériellement ou spirituellement, plus tu réalises que tu n'es personne. Une manière de dire que pour ceux qui veulent devenir quelqu'un, acceptez que vous n'êtes personne. Très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là. Comme ça, on va démarrer sur ça pour la deuxième partie. En tout cas, moi, j'ai beaucoup été béni. J'ai limite envie de te serrer le main. Ça fait plaisir. Mais moi aussi, j'ai du plaisir. C'est super. Et à vous, les abonnés, j'ai envie de vous dire, écoute, c'est bien plus que s'arrêter et juste recevoir des informations. C'est un moment de plaisir où, comme aujourd'hui, vous êtes enrichi par la connaissance, vous transformez votre pensée et bien évidemment, comme on a appris aujourd'hui, vous transformez votre identité. En tout cas, demeurez bénis et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour les notifications et moi, je vous retrouve prochainement. Ciao, ciao.